En une nuit, le fleuve Sahel s'est figé, comme si quelqu'un avait brusquement tiré sur le frein d'urgence de tout un pays. À partir de ce geste apparemment technique, les contrats opaques, les satellites étrangers et des décennies de dépendance silencieuse se télescopent, révélant un système où l'eau du Burkina Faso répondait d'abord à d'autres capitales. Que signifie alors, pour celles et ceux qui vivent de ce fleuve, le choix d'Ibrahim Traoré de fermer les vannes et de reprendre la main? Et si cette rupture hydrique n'était que le premier mouvement d'un basculement beaucoup plus vaste? La fermeture soudaine des vannes ne constitue pas seulement un acte administratif, elle ouvre une équation risquée où chaque paramètre, technique, diplomatique, économique, peut faire basculer l'ensemble du pays. Au cœur de cette équation émerge une promesse simple, une promesse de 10 mots: reprendre l'eau pour restaurer la souveraineté nationale durablement. Mais cette promesse n'a de sens que si l'État parvient à transformer une rupture symbolique en architecture stable, capable de fonctionner sans les dispositifs étrangers qui contrôlaient jusqu'alors capteurs, logiciels et données. On pourrait dire que qui contrôle l'eau contrôle le rythme de la nation. Dans ce contexte, les enjeux sont immédiats: sécuriser les barrages, garantir l'approvisionnement des communautés rurales, éviter que les tensions internationales, déjà alimentées par le gel d'un prêt du FMI et les inquiétudes européennes, ne fragilisent davantage le pays. À l'intérieur, l'espoir né autour du geste est réel, mais il exige des résultats rapides pour ne pas se dissoudre dans les obstacles techniques. À l'extérieur, chaque réaction devient un test, révélant jusqu'où un pays peut aller lorsqu'il décide de reprendre la maîtrise d'une ressource vitale. Le premier élément décisif surgit dès l'ouverture des archives techniques. En 2020, plus de 80% des recettes hydriques du Burkina Faso étaient captées par des entreprises étrangères, un chiffre longtemps ignoré du grand public mais central pour comprendre la rupture. À partir de ce pourcentage isolé, une architecture entière de dépendance apparaît, révélant combien la souveraineté hydrique avait été méthodiquement externalisée au fil des années. Cette révélation éclaire la logique du geste impulsé par Ibrahim Traoré. Fermer les vannes ne signifiait pas seulement interrompre un flux d'eau, mais faire apparaître d'un seul mouvement une structure de contrôle qui s'était fondue dans la normalité. Derrière les barrages et les pompes se cachaient des contrats postcoloniaux, des dispositifs brevetés par une société suisse et des données hydrologiques traitées à distance par des serveurs situés hors du continent. Cette matérialité invisible constituait le véritable nœud du problème. D'abord, les infrastructures elles-mêmes fonctionnaient sous une enveloppe technique importée: capteurs, modules de régulation, logiciels d'irrigation. Rien ne pouvait être modifié sans validation extérieure. Cette situation plaçait le pays dans une forme de pilotage sous tutelle où toute tentative d'autonomie se heurtait à des verrous juridiques et technologiques. Ensuite, les flux ventes financiers renforçaient cette dépendance. Les recettes transférées vers l'étranger créaient une asymétrie durable entre ceux qui exploitaient la ressource et ceux qui en avaient réellement besoin. Cette dissociation nourrissait l'idée, de plus en plus partagée à Ouagadougou, d'une injustice structurelle. En même temps, la dimension diplomatique s'imbriquait dans le tableau. Les chancelleries occidentales s'inquiétaient d'un possible déséquilibre régional, tandis qu'au Burkina Faso, certains voyaient dans la décision un moyen de rompre un héritage colonial persistant. L'écart entre ces deux récits, prudence extérieure et voire espoir intérieur, révélait la portée réelle de l'acte présidentiel. Cependant, une question restait en suspens: combien de temps faudrait-il pour transformer une rupture spectaculaire en structure durable, capable de fonctionner indépendamment des dispositifs étrangers? Dans les premières heures suivant la fermeture des vannes, un personnage jusque-là discret devient la clé de lecture la plus concrète:
un ingénieur hydraulique d'Ouagadougou, membre des équipes envoyées immédiatement sur les barrages pour évaluer l'état réel du système. À son arrivée, lui et ses collègues découvrent une réalité troublante. Les capteurs essentiels renvoient encore leurs données vers des serveurs européens. Les modules de pompage reposent sur des protocoles verrouillés et plusieurs logiciels critiques exigent une authentification dépendante d'opérateurs étrangers. Ce constat, purement technique en apparence, révèle la profondeur d'une dépendance que beaucoup soupçonnaient sans pouvoir la mesurer. Par ailleurs, dans un quartier périphérique animé, une commerçante offre un regard radicalement différent, mais tout aussi déterminant. Pour elle, la reprise du fleuve n'est pas un dossier administratif. C'est un geste qui touche au rythme de sa vie quotidienne. Pendant des années, les variations d'approvisionnement, souvent décidées à l'étranger, avaient affecté l'ouverture de son stand, la conservation de ses produits et la stabilité de ses revenus. Le jour de l'annonce, elle raconte que les habitants sont sortis discuter spontanément, non pas par exaltation, mais parce qu'ils sentaient qu'un rapport de force ancien venait de se fissurer. Un autre angle apparaît. Ces deux récits, l'un enraciné dans la technique, l'autre dans la vie quotidienne, montrent comment la rupture crée immédiatement un nouvel espace d'interprétation. Le geste présidentiel n'est pas perçu comme une provocation extérieure, mais comme la correction d'un déséquilibre devenu insupportable. Voici le point essentiel. Le changement technique n'a de sens que s'il améliore la vie de celles et ceux qui en dépendent directement. Le déclenchement survient avant même que la population ne comprenne l'ampleur du geste. Dès l'aube, les équipes techniques reçoivent l'ordre de sécuriser les barrages, de couper les accès externes aux modules importés et d'isoler les circuits de contrôle encore connectés à des serveurs situés en Europe. Les ingénieurs, épaulés par des soldats, se déploient en urgence, conscients que chaque minute compte. L'acte décidé par Ibrahim Traoré n'est pas une simple fermeture mécanique, c'est une opération visant à reprendre un système dont les articulations étaient tenues à distance. L'activation commence. La suspension des accords hydriques, annoncée dans la nuit, agit comme un choc administratif suivi d'un mouvement militaire et technique. Les premiers examens révèlent une mosaïque d'infrastructures dépendantes. Capteurs verrouillés par homologation étrangère, logiciels nécessitant des codes d'accès extérieurs, pompes synchronisées via des protocoles propriétaires. Chaque découverte confirme que la souveraineté hydrique avait été fragmentée jusqu'au cœur des infrastructures. Puis, la réaction internationale se déclenche en cascade. Des gouvernements européens dénoncent ce qu'ils qualifient de sabotage, des institutions financières évoquent la possibilité de sanctions et le FMI gèle un prêt destiné à moderniser les stations de pompage. L'expression risque de déstabilisation du Sahel revient dans plusieurs communiqués. Le contraste entre ces positions et l'atmosphère intérieure est frappant. Ce que certaines capitales interprètent comme rupture dangereuse est perçu à Ouagadougou comme réparation historique. Le moment culminant. Dans les rues, les manifestations se multiplient. Les étudiants défilent, les commerçants discutent à voix haute, les quartiers populaires s'organisent spontanément. Le geste présidentiel devient un symbole. Les habitants sont les années durant lesquelles l'eau, ressource vitale, semblait répondre à une logique extérieure. Cette effervescence sociale, loin de s'épuiser, s'amplifie. Une partie du pays y voit une forme de dignité retrouvée. Pourtant, dans les centres techniques, l'urgence reste palpable. Le retrait des opérateurs européens laisse des infrastructures incomplètes. Les ingénieurs nationaux doivent réécrire des modules, contourner des verrous logiciels, stabiliser des circuits d'irrigation entiers. Chaque tâche met en lumière une dépendance accumulée au fil de décennies de gestion externalisée. Les équipes travaillent jour et nuit. Le gouvernement communique peu, mais coordonne étroitement réparation,
Reconfiguration et réaffectation de personnel. Les répercussions. Après les premiers jours, le pays entre dans une nouvelle phase, celle où l'espoir se conjugue à la difficulté. Les institutions internationales publient des analyses sombres prévoyant des dommages économiques importants. Les investissements occidentaux ralentissent. Les avertissements diplomatiques se multiplient. Pourtant, sur le terrain, un mouvement inverse s'observe. Cohésion renforcée, soutien populaire stable, confiance accrue dans la nécessité du geste. Sang Sang, les pays voisins observent attentivement la séquence. Le Mali et le Niger suivent les développements, certains analystes y voyant une possible source d'inspiration pour d'autres États du Sahel confrontés à des structures hydriques similaires. La décision du Burkina Faso commence à circuler dans les discussions régionales comme un cas d'école de souveraineté. En changeant de perspective, ce fil d'événements montre une vérité simple. La rupture n'a pas seulement interrompu un flux d'eau, elle a dévoilé une structure entière qui façonnait silencieusement les rapports de force. Et désormais, chaque conséquence, chaque mobilisation, chaque réaction diplomatique confirme que rien ne pourra revenir à l'état antérieur. Avant même que les débats politiques ne prennent forme, trois indicateurs chiffrés deviennent la charpente analytique permettant de comprendre pourquoi la décision impulsée par Ibrahim Traoré a été perçue comme inévitable par une partie du pays. Ces chiffres, longtemps s'enfermer dans des rapports techniques, prennent soudain une valeur stratégique. Baseline, delta, chiffre 1. En 2020, plus de 80% des recettes hydriques du Burkina Faso étaient captées par des entreprises étrangères. Cette statistique, passivement lue pendant des années, révèle un transfert massif de valeur. Elle montre surtout comment une ressource vitale échappait structurellement au contrôle national, créant un déséquilibre économique durable. Ce pourcentage souligne une dépendance financière incompatible avec toute souveraineté durable. Baseline, delta, chiffre 2. En 2025, les brevets clés des infrastructures hydriques étaient contrôlés par une société européenne unique. Ce verrou technologique signifiait qu'aucune modification, réparation profonde ou reconfiguration de système ne pouvait être faite sans validation extérieure. En d'autres termes, le pays possédait l'eau mais pas les outils nécessaires pour la gérer pleinement, ni la capacité de créer une alternative sans contourner un réseau de licences très strict. Cette centralisation technologique empêchait toute autonomie opérationnelle dans les infrastructures essentielles. Baseline, delta, chiffre 3. Les données hydrométéorologiques critiques étaient traitées via des satellites étrangers entièrement hors supervision nationale. Cet élément, presque invisible pour la population, était en réalité l'un des plus sensibles. Sans contrôle des données, aucune planification durable n'était possible et le pays dépendait de validations extérieures pour comprendre l'état réel de ses propres ressources. L'absence d'autonomie informationnelle affaiblissait directement la capacité de décision stratégique. Ces trois chiffres, mis en parallèle, construisent un tableau cohérent. La dépendance n'était pas marginale, elle était systémique. Ils éclairent la logique derrière la décision présidentielle. Fermer les vannes n'était pas un acte de rupture isolé, mais un moyen d'exposer un réseau entier de mécanismes extérieurs structurant la gestion de l'eau. La réaction de certains gouvernements occidentaux, évoquant sabotage, instabilité régionale ou insécurité économique, apparaît sous un jour nouveau lorsqu'on place ces données au cœur de l'analyse. Il est notable que l'effet de ces révélations sur la population locale est immédiat. Dans plusieurs quartiers d'Ouagadougou, des discussions s'organisent spontanément. Beaucoup découvrent que les difficultés d'approvisionnement qu'ils subissaient, interruptions, irrégularités, coûts fluctuants,
ne relevant pas seulement d'une inefficacité administrative, mais d'un système où les leviers principaux échappaient au pays. Le geste impulsé par Ibrahim Traoré est alors perçu comme un rééquilibrage avant d'être perçu comme une rupture. Parallèlement, les institutions financières internationales réagissent de manière prévisible. Le gel d'un prêt du FMI est présenté comme une mesure technique, mais il agit en réalité comme un avertissement diplomatique. Les comparaisons avec d'autres pays du Sahel s'intensifient, certains analystes redoutant un effet domino si la démarche burkinabé prouvait sa viabilité. En changeant de perspective, les données, lorsqu'elles sont replacées dans leur continuité, montrent que la rupture n'est pas née d'un geste impulsif, mais d'un diagnostic chiffré où chaque indicateur renvoie à un déficit réel d'autonomie. Deux lectures solides, cohérentes chacune dans sa logique interne, s'affrontent lorsqu'on examine la fermeture des vannes du fleuve Sahel. La première, portée par les partisans de la décision présidentielle, affirme qu'aucune réforme progressive n'aurait pu corriger un système où les recettes, les infrastructures et les données hydriques échappaient simultanément au contrôle du Burkina Faso. À leurs yeux, les chiffres mis au jour, captation financière massive, brevets verrouillés, dépendance informationnelle, prouvent que la souveraineté du pays n'existait plus que nominalement. Dans ce cadre, l'acte de rupture apparaît moins comme une provocation géopolitique que comme un rétablissement nécessaire d'un équilibre perdu depuis longtemps. Par ailleurs, les critiques, qu'ils viennent de chancelleries occidentales, d'institutions financières ou d'experts régionaux, soutiennent une position différente mais structurée. Selon eux, la fermeture immédiate, sans solution de remplacement totalement opérationnel, expose le pays à un risque technique majeur: installation partiellement incomplète, absence d'accès à certains protocoles, retrait brusque des opérateurs européens. Ils ajoutent que l'environnement sécuritaire du Sahel, déjà fragile, pourrait être déstabilisé davantage par une décision qui modifie un système interdépendant depuis des décennies. Pour ces acteurs, l'acte présidentiel comporte un coût potentiel supérieur aux bénéfices immédiats. Un autre angle apparaît lorsque l'on place ces deux positions côte à côte. L'opposition n'est pas seulement idéologique. Elle repose sur deux manières d'évaluer le temps. Les partisans raisonnent sur le long terme: restauration d'une autonomie structurelle, réaffirmation d'un pouvoir national, correction d'un déséquilibre historique. Les critiques, eux, privilégient l'immédiat: stabilité opérationnelle, maintien des financements extérieurs, continuité des flux économiques. Voici le point essentiel: la réponse la plus robuste émerge lorsqu'on intègre les données révélées dans l'analyse. Si la rupture comporte des risques réels, elle trouve aussi une justification objective dans l'ampleur du déséquilibre mis au jour. C'est cette combinaison, fragilité du présent, nécessité du futur, qui permet de comprendre pourquoi une partie du pays estime que l'acte impulsé par Ibrahim Traoré, malgré ses coûts, demeure légitime. Un basculement silencieux surgit. À ce stade de la séquence politique, un élément nouveau apparaît: la création d'une autorité fluviale nationale, annoncée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ce changement institutionnel, parfois présenté comme symbolique par certains observateurs étrangers, rompt en réalité avec un modèle où les sociétés européennes avaient longtemps façonné les règles du système hydrique. Désormais, la gouvernance du fleuve Sahel n'est plus éclatée entre opérateurs privés et accords hérités, mais recentrée dans une structure unique capable d'assumer la continuité des opérations. Il est notable que cette transformation intervient au moment où les manifestations intérieures changent de nature. Les premiers rassemblements de soutien se métamorphosent en un mouvement plus large, articulant justice sociale, souveraineté et mémoire historique. Dans les marchés, les universités, les quartiers périphériques,
Les discussions ne tournent plus seulement autour de la fermeture des vannes, mais autour de l'idée d'un pays qui refuse un modèle imposé depuis l'extérieur. En changeant de perspective, ce midpoint révèle que la rupture hydrique cesse d'être un moment isolé. Elle devient un cadre politique qui redéfinit les rapports entre la population, l'État et les acteurs internationaux, ouvrant un horizon où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une architecture en construction. Les effets de la reprise du fleuve Sahel se déploient rapidement dans 4 directions majeures, révélant la portée profonde de la décision engagée sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Chaque direction s'ancre dans une réalité distincte, mais toutes convergent vers une recomposition du paysage politique et social du Burkina Faso. 1. Niveau national, NN. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villes de province, la réaction la plus immédiate est émotionnelle. Les habitants perçoivent la fermeture des vannes comme une libération tardive après des décennies de gestion extérieure. Les marchés, les écoles et les quartiers populaires témoignent d'un même mouvement, celui d'un pays qui reprend possession d'une ressource vitale. Par ailleurs, les communautés rurales, particulièrement exposées aux variations d'approvisionnement décidées par des opérateurs étrangers, accueillent l'acte comme une rectification attendue depuis longtemps. Leur soutien s'enracine dans une réalité quotidienne où les ruptures d'eau n'étaient pas de simples inconvénients, mais des pertes économiques directes. 2. Domaine technique, DN. Le retrait brutal des opérateurs européens laisse un vide opérationnel considérable. Les ingénieurs nationaux doivent intervenir pour stabiliser les barrages, reconfigurer les circuits d'irrigation et remplacer les composants qui dépendaient de serveurs extérieurs. Parallèlement, cette difficulté ouvre une opportunité: reconstruire un système hydrique autonome reposant sur des compétences locales. Les programmes d'urgence lancés par l'État, bien que complexes, amorcent une transition progressive. Les équipes techniques découvrent qu'en reprenant la main, elles acquièrent non seulement des responsabilités nouvelles, mais aussi une légitimité renforcée. 3. Niveau diplomatique, ND. À l'extérieur, la décision burkinabé suscite des réactions tranchées. L'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières expriment leurs inquiétudes, évoquant un risque de déstabilisation régionale. Le gel d'un prêt du FMI et la suspension de certains investissements accentuent la pression. Il est notable que certains analystes occidentaux craignent qu'un précédent africain ne prenne forme. Si la rupture opérée par le Burkina Faso se révélait viable, elle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel confrontés à des mécanismes similaires. Ainsi, le geste présidentiel devient un point de tension dans les relations internationales, révélant les lignes de fracture d'un modèle postcolonial en perte d'assises. 4. Khu Vuk Sahel KV. À l'échelle régionale, le Burkina Faso se retrouve brusquement au centre du jeu. Le Mali, le Niger et d'autres États observent attentivement l'évolution du système hydrique libéré. Certains y voient un acte de courage susceptible de redéfinir les pouvoirs régionaux. Cependant, d'autres craignent que les réponses occidentales, sanctions potentielles, retrait d'investisseurs, ne fragilisent un environnement déjà précaire. Malgré ces incertitudes, une réalité s'impose. La question de l'eau devient un symbole politique dépassant largement son cadre matériel. À partir de là, ces 4 dynamiques montrent que la rupture du fleuve n'est pas seulement une opération hydraulique, mais une transformation structurelle des rapports entre l'État, la population et le reste du monde. À mesure que les mois passent après la fermeture des vannes, 3 trajectoires cohérentes émergent pour les 6 à 12 mois à venir.
Chacune repose sur les tensions économiques, diplomatiques et techniques observées depuis le début de la rupture, et chacune illustre un futur possible pour le Burkina Faso. Scénario 1. Base. Stabilisation progressive. Dans cette trajectoire réaliste, le pays absorbe lentement les effets du gel du prêt du FMI, du retrait partiel des entreprises européennes et des inquiétudes diplomatiques. Les programmes d'infrastructure lancés par l'État commencent à produire des résultats visibles. Stations de pompage remises en service, circuits d'irrigation stabilisés, contrôle opérationnel accru. Parallèlement, des partenariats africains, déjà évoqués dans plusieurs échanges régionaux, offrent un appui technique ciblé. La croissance reste fragile, mais une cohésion intérieure persistante amortit les chocs. Scénario 2. Optimistique. Effet d'entraînement régional. Trong Phien Bang l'acte burkinabé devient un catalyseur. Inspiré par la rupture opérée, plusieurs pays du Sahel réévaluent leurs propres accords concernant les ressources stratégiques. L'Union africaine avance un cadre de coopération hydrique permettant échanges technologiques, mutualisation d'infrastructures et gouvernance partagée. Le Burkina Faso profite alors d'investissements intra-africains servant d'alternative partielle aux financements occidentaux. La crise initiale se transforme en opportunité géopolitique, faisant du pays un modèle d'autonomie régionale. Scénario 3. Worst case. Pression internationale renforcée. Ici, les réactions extérieures se durcissent. L'Union européenne, les États-Unis ou certaines institutions multilatérales étendent les sanctions, suspendent des programmes d'aide ou conditionnent toute assistance à un retour aux anciens accords. Les conséquences seraient lourdes. Inflation accentuée, pénurie logistique, retrait plus large d'investisseurs. À l'échelle régionale, la fragilité du Sahel pourrait être exploitée par des acteurs extérieurs cherchant à déstabiliser le gouvernement. Cette trajectoire transformerait chaque avancée technique en épreuve politique. Clé de lecture. Penser au-delà de la conjoncture. Choisir l'un de ces scénarios comme définitif reviendrait à ignorer une constante. La souveraineté hydrique n'est pas un événement, mais un processus. Pour comprendre la valeur de la rupture, il faut adopter une grille de lecture longue où les tensions immédiates ne suffisent jamais à définir la trajectoire d'un pays. Pour saisir pleinement ce que représente la reprise du fleuve Sahel, il faut quitter un instant la scène géopolitique et revenir vers celles et ceux qui suivront, à distance ou de près, l'évolution des prochains mois. Trois groupes de spectateurs, aux attentes différentes, interprètent l'événement selon leurs propres priorités. Groupe A, les, les citoyens burkinabés concernés par le vécu quotidien. Ils observent la situation à travers un prisme concret. Accès régulier à l'eau et fiabilité des infrastructures, stabilité des récoltes et du travail domestique. Pour eux, l'enjeu n'est pas théorique. La transition doit assurer un service continu malgré le retrait des opérateurs étrangers. Chaque réparation ou modernisation devient un signe de maintien ou de fragilisation du quotidien. Groupe B. Les observateurs africains suivant la dimension structurelle. Ce public s'intéresse à la portée politique du geste. Il voit dans la fermeture des vannes un laboratoire de souveraineté, un test grandeur nature pour des nations confrontées à des mécanismes similaires. Il scrute les réactions occidentales, l'attitude des pays voisins et la capacité du Burkina Faso à bâtir une alternative durable. Pour eux, l'événement sert de repère, voire de précédent potentiel. Groupe C. Les spectateurs internationaux sensibles aux enjeux historiques. Ils lisent l'affaire au prisme de la mémoire coloniale, du rapport entre dépendance et autonomie, de la capacité d'un pays à redéfinir ses leviers stratégiques. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas seulement l'efficacité technique, mais la signification morale du geste.
Un pays peut-il réorganiser sa place dans un système mondial encore marqué par des rapports inégaux? À partir de là, ces trois regards montrent que la rupture n'est pas un simple dossier hydrique, mais un point de bascule où chacun projette sa propre question essentielle. Pour que la rupture initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré devienne un cadre durable plutôt qu'un moment fragile, un ensemble d'étapes structurées doit être déployé. Chacune répond directement aux faiblesses révélées durant les premières semaines et chacune peut être suivie par des indicateurs mesurables. 1. Réhabilitation technique mesurable. Les barrages, stations de pompage et circuits d'irrigation doivent être révisés par des équipes nationales. Indicateurs. Pourcentage d'unités fonctionnelles sans dépendance à des serveurs étrangers. Objectif. 60% en 6 mois, en 12 mois. 2. Construction d'une gouvernance régionale. Le Burkina Faso doit proposer un cadre de coopération hydrique aux pays du Sahel pour éviter les tensions frontalières. Indicateur. Nombre d'accords bilatéraux ou multilatéraux signés avec mécanisme partagé de contrôle des données. Objectif. Au moins 2 partenariats opérationnels avant la fin de l'année. 3. Implication locale renforcée. Les communautés rurales et urbaines doivent participer aux décisions concernant l'eau. Indicateurs, création de comités locaux, taux de signalement traité, stabilité de l'approvisionnement. Objectif, couverture de 70% des zones sensibles en 9 mois. 4. Résilience économique interne. Face au risque de sanctions ou de retrait des investisseurs, le pays doit diversifier ses leviers économiques. Indicateurs. Progression de la production locale, réduction des importations critiques pour le secteur hydrique. Objectif. Hausse de 15% de la production nationale liée aux infrastructures essentielles. 5. Système indépendant de données hydrologiques. Un réseau de capteurs nationaux doit remplacer les dispositifs contrôlés à distance. Indicateur. Pourcentage de données traitées en interne. Objectif. Autonomie analytique totale en 12 mois. Lorsque l'on revient aux premières heures de la rupture, une image persiste, celle de l'ingénieur d'Ouagadougou debout devant des systèmes verrouillés par des serveurs étrangers, découvrant la profondeur d'une dépendance longtemps invisible. À quelques kilomètres, la commerçante qui voyait son stand vivre au rythme d'ordre venu d'ailleurs ressentait elle aussi que quelque chose basculait. Ces deux figures, discrètes mais essentielles, forment désormais le fil sensible reliant l'acte technique à une aspiration collective. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la fermeture des vannes a fait émerger une vérité simple que chacun ressent différemment. Un pays ne se résume pas à ses infrastructures, mais à celles et ceux qui les portent, les réparent, les subissent ou les réinventent. Le geste présidentiel, souvent commenté à travers des analyses géopolitiques, trouve son sens le plus profond dans ces scènes quotidiennes où la dépendance avait un visage concret. Il est notable que ce sont ces micro-récits qui donnent à la rupture sa dimension émotionnelle. Une boutique qui rouvre, un quartier qui discute, un ingénieur qui comprend enfin qu'il peut réparer ce qu'il n'avait jamais pu contrôler vraiment. La dignité ne se négocie jamais. L'histoire du fleuve Sahel dépasse désormais la seule question de l'eau. Elle ouvre un espace où un pays cherche à définir lui-même les conditions de sa stabilité et de sa souveraineté. Les semaines à venir ne seront pas simples, mais elles porteront la trace d'un choix assumé, un choix qui résonne bien au-delà des frontières administratives ou diplomatiques. Dans bien des régions du continent, cette séquence ravive des discussions sur la justice, la mémoire et le droit de chaque nation à remodeler ses ressources essentielles. Par ailleurs, la portée symbolique du geste n'appartient pas seulement aux institutions ou aux analystes. Elle se construit aussi dans les conversations du quotidien, dans les quartiers, les marchés,
les lieux où chacun mesure ce que signifie vraiment reprendre le contrôle d'un levier vital. C'est dans ces voies multiples que se fabriquera la suite. À partir de là, si vous suivez cette histoire, une